Précisément, sa venue ici, c'est son actualité éditoriale, c'est-à-dire, en mots simples, l'ouvrage remarquable qu'il vient de publier, intitulé Encyclopédie chronologique illustrée des peintres, dessinateurs et graveurs actifs en Corse des origines à la fin du XIXe siècle. Cet ouvrage a reçu le prix du livre Corse 2013 dans la catégorie ouvrage de nature scientifique. Il contient plus de 380 notices et c'est le fruit de 18 années de recherche. 18 années de recherche patiente et méticuleuse. Michel Édouard connaît très très bien la Corse qu'il a parcourue. Il a examiné, il me dira si je me trompe, 480 édifices religieux, réalisé plus de 15 000 clichés et dépouillé toutes sortes d'archives et actes notariés, procès-verbaux de procès, registres de comptes, etc., et des documents aussi détenus par des particuliers. Il a aussi consulté les archives nationales de Paris, l'Archivio di Stato de Gênes. Pour quel résultat? Cet énorme travail, pratiquement, il y a cet ouvrage dont il va vous parler mieux que moi. Le résultat de ces recherches, ce que j'en ai retenu, et il dira si c'est une bonne analyse, c'est l'abolition, non pas des privilèges, mais l'abolition complète des préjugés qui avaient cours, qui ont longtemps eu cours dans le domaine de la peinture en Corse. Même les historiens, que ce soit les historiens du XVIIIe siècle ou les historiens corses, comme M. Antonetti, qui a publié son ouvrage en 1973, simplement pour situer, partait du principe de l'a priori, du préjugé, que les œuvres d'art que l'on trouvait en Corse étaient le produit d'une importation massive, et notamment d'Italie, ce qui paraît logique. Et, citation de Jossin, XVIIIe siècle, les Corses ne cultivaient pas les arts. Or, M. Nigaglioni démontre abondamment, de façon irréfutable à mon avis, que la Corse, depuis le début, c'est-à-dire depuis Plautius Marcus Cleotas, le premier peintre connu, le premier peintre corse connu, 5e siècle avant Jésus-Christ, originaire d'Aleria, et Giovanni di Recaro, c'est le deuxième syllabe, Recaro, auteur des très belles fresques de l'église piévane de Brande en 1386. Donc depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, la Corse a constamment été un foyer de production artistique. C'est ce que souligne Michel Édouard. Et ainsi, pour donner juste une statistique assez remarquable, en ce qui concerne le patrimoine artistique des églises, des édifices religieux de Corse, 80% des œuvres, en fait, ont été effectuées sur place, dans l'île. Donc voilà, maintenant, le mieux, c'est que je laisse la parole à Michel Édouard. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Je pense que Francis a très bien résumé une introduction qui plante le décor, le sujet. Moi, j'avais porté l'ouvrage en question pour vous le faire voir. Voilà. C'est cette encyclopédie qui a été publiée il y a quelques mois. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de comment on arrive de rien à ça. Donc, un petit retour sur
le parcours que j'ai effectué. Moi, j'ai été étudiant à l'Université de Provence et j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et mon sujet de maîtrise, c'était les collectionneurs de tableaux à Aix-en-Provence. Donc, je m'étais spécialisé dans un peu toutes les écoles représentées dans les collections de tableaux aixoises. Aussi, quand je suis revenu m'installer en Corse dans ma région d'origine, j'ai repris des études à l'université et j'ai soutenu un mémoire de DEA en 1994. Donc, il fallait bien trouver un sujet. Et étant moi-même originaire du Cap Corse, j'avais pris pour parti pris, enfin, d'étudier le territoire d'une micro-région suffisamment vaste et suffisamment étroite pour faire l'objet d'un mémoire de DEA. Donc le Cap Corse, c'est 18 communes. Et 18 communes qui chacune possède son église paroissiale, un nombre conséquent de chapelles, des couvents, donc un patrimoine pictural important, puisque dans chaque église paroissiale, on a au moins un tableau au-dessus du maître-autel, plus 6 chapelles latérales, 6 ou 8, et chaque chapelle est dotée au moins d'un tableau, donc ça fait quand même un corpus considérable d'œuvres. Et le départ donc, de ces recherches universitaires, c'était à partir du corpus des tableaux contenus dans les édifices religieux des 18 communes du Cap Corse, triés avec ce que j'avais appris dans ma précédente vie à l'Université de Provence, et établir des statistiques précises sur ce que représentait la peinture romaine, la peinture napolitaine, la peinture génoise, la peinture bolognaise, que l'on s'attendait à trouver dans ces édifices-là, puisque toute la bibliographie disponible disait que il n'y avait pas de peintre dans l'île antérieurement au XIXe siècle et que tous les tableaux qui ornent nos édifices baroques arrivent forcément d'Italie. Donc, cette espèce d'enquête menée sur le terrain m'a amené à photographier systématiquement tous les tableaux et tous les décors peints de ces édifices et de croiser les informations avec un dépouillement systématique d'archives. Tous les documents d'archives possibles ont été prospectés. Et le résultat dont j'ai été le premier surpris fut que, ben voilà, comme l'a dit Francis, 80% de ce corpus peint dans le Cap Corse sont des œuvres qui ont été peintes dans l'île. Alors, des œuvres qui ont été peintes par des peintres corses, des œuvres inconnues, complètement oubliées depuis plusieurs centaines d'années, des œuvres peintes par des peintres italiens, mais effectuant un séjour de travail, une campagne de travail en Corse, et parfois des peintres plus exotiques qui arrivent du Danemark, des colonies britanniques d'Amérique du Nord, d'Allemagne, de Hongrie, d'Espagne, des quatre coins de la botte italienne, ou de France, mais à une époque où la Corse est génoise. Donc les peintres français, ce sont quand même des personnages exotiques. Donc voilà, tous les cas de figure. Donc pour mémoire, je vous ai fait une planche pour vous montrer un peu que sont ces édifices baroques du Cap Corse. Donc vous avez les églises de Barret, Tali, Nonza, Morsiglia, Louri, Cisco, Tomino. Et qu'est-ce que c'est que celle-ci? Ceroliano. Voilà. Donc, vous voyez des édifices architecturés
qui ont fière allure. Ce n'est pas des chapelles ou des édifices populaires. Nous sommes là devant des édifices architecturés qui suivent les canons de l'architecture savante. Donc ça veut dire que les commanditaires capcorçais s'adressent à des architectes et donc à des peintres qui sont tout sauf des artisans populaires. Alors, ce qui est intéressant, ça a été pour moi de faire un retour sur pourquoi en était-on venu à croire qu'il n'y avait pas de peintre actif en Corse dans les siècles passés. Alors j'ai fait un petit florilège et donc je vous cite 4 personnalités qui ont marqué. Donc Louis Arnaud Jossin, qui a été apothicaire dans l'armée de Louis XV, qui a débarqué en Corse et qui a séjourné pas moins de 3 années. Donc en 3 ans, on sait de quoi on parle. On a l'occasion de visiter les édifices, de rencontrer les Corses. Et quand il va écrire des mémoires historiques, militaires et politiques, il va citer la phrase lapidaire « Les habitants de la Corse, loin de cultiver les sciences, les arts et les belles lettres, les ont au contraire entièrement négligés. » Ça fait du mal à écouter. Mais c'était son opinion. Pourquoi? Après, avec le recul, on se dit, ben oui, c'est un militaire des armées de Louis XV. On peut imaginer qu'il n'a pas été reçu dans toutes les grandes maisons de Bastia à bras ouverts. On ne lui a pas forcément montré les collections de tableaux qui se trouvaient chez un tel, chez un tel. Prosper Mérimée, dans ses notes d'un voyage en Corse, publié en 1840, résume la situation en disant « Exploités par des gouverneurs avides, les Corses n'ont jamais pu cultiver les arts. » Mais que sont les arts pour Prosper Mérimée? Prosper Mérimée, c'est un Français de son époque. Donc pour lui, l'art avec un grand A, c'est Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Reims, c'est l'art gothique. Donc forcément, quand il arrive en Corse, il est très déçu parce qu'il va y trouver. Il n'a pas le réservoir d'édifices qui, selon lui, représentent la quintessence de l'art et du génie humain. Il va se trouver devant les églises baroques de Corse. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, il y a bien quelques églises intéressantes, mais elles sont toutes décorées par des barbouilleurs italiens. Ça, c'est son goût. Mais c'est le goût de l'époque. Après, on a eu des historiens corses qui ont enfoncé le clou en suivant ce que d'autres avaient écrit avant eux. Alors, plus difficile à concevoir, quelqu'un comme Camille Piccioni. Camille Piccioni est issu de la famille Piccioni. C'est une famille aristocratique qui a un château dans le Cap Corse, à Pino, qui vit donc dans une propriété avec une demeure historique tout à fait intéressante, remplie de mobilier et de tableaux tout à fait notables. Eh bien, l'historien de la famille, en 1923, bien qu'il soit né dans le château Piccioni et qu'il ait fréquenté le château Piccioni d'Île-Rousse, écrit en se basant sur les auteurs qui l'ont précédé. L'art était aussi inconnu que le confort, et cela s'explique en dehors du peu de goût des Corses d'alors par la simplicité des mœurs, la rareté des mécènes, l'absence de localité importante et la difficulté des communications qui empêchaient d'aller étudier les beaux-arts en Italie ou ailleurs. Alors comment quelqu'un comme lui peut arriver à dire des choses comme ça? Peut-être a-t-il jugé que son cas était exceptionnel et qui n'était pas représentatif. Et enfin, je termine par Pierre Antonetti, dont l'ouvrage Histoire de la Corse est resté sur ma table de nuit pendant toute mon enfance. Et sa phrase lapidaire que j'avais gravée dans l'esprit au départ de mes recherches, on ne trouve dans l'île qu'un art d'importation, et quand dans une église ou une chapelle brille une œuvre d'art, c'est qu'elle vient d'Italie. Voilà donc pourquoi j'étais persuadé que j'allais trouver à Paquet,
à brouette entière des œuvres arrivant de Rome, de Bologne, de Naples, de Gênes. Alors, ne jetons pas la pierre à ces historiens. Sur quoi eux-mêmes s'étaient-ils basés? Très souvent, quand on regarde leur bibliographie, ils se sont basés sur des auteurs encore plus anciens. Alors, ces auteurs anciens, c'est les chroniques. Et ces fameuses chroniques qui sont des témoignages irremplaçables, parce que c'est la base de toutes nos études historiques actuelles, passées et à venir. Ce sont les fameux chroniqueurs qui ont été des témoins, mais ceux-ci sont beaucoup plus intéressés par le phénomène politique, par l'histoire événementielle, plutôt que par l'histoire de l'art, que ils ne maîtrisent pas le sujet, ça ne les intéresse pas et ils ne s'étendent pas là-dessus. Moralité, aucun d'eux ne va mentionner la présence dans l'île d'un peintre. Et quand on ne parle pas d'une chose dans un livre, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà. Donc la chronique de Philippine, au XVIe siècle, pas un mot sur un peintre ou une école de peinture locale. Giovanni Banchero, qui a été un notable bastier, qui a vécu dans le Bastia raffiné du XVIIe siècle, qui a été le podesta de la ville, donc qui a fréquenté le Gratin, qui lui-même avait une collection très importante de tableaux chez lui. Il a publié, il a écrit des annales où, année après année, il décrit tous les phénomènes, tous les événements politiques qui sont notables. Pas un mot sur la présence d'un peintre dans la ville de Bastia. Pourtant, lui-même collectionnait les tableaux. Et Pietro Moratti, début du XVIIIe siècle, qui publie le Pratica Manuale, pareil, pas un mot à l'intérieur sur un quelconque intérêt des notables corses pour la peinture et le fait que dans chaque maison de notables, il y a un nombre non négligeable de tableaux qui peut devenir des fois même difficile à cerner quand on voit que des fois certains dans leur salon ont 40, 50, 60 tableaux. C'était vraiment des tableaux accrochés cadre à cadre. C'est exactement la façon dont on collectionnait les tableaux en Italie continentale ou en France continentale à cette époque-là. En fait, le tableau, c'est une image magique, c'est une fenêtre sur quelque chose de virtuel qui a existé, qui n'a pas existé, ou c'est le portrait de quelqu'un de la famille qui peut-être est décédé. Voilà, donc le tableau, c'est un peu la lanterne magique de l'époque. C'est une époque aussi où on ne vit pas entouré d'images comme de nos jours, où on a la télévision, Internet, les journaux et les ouvrages illustrés. Donc posséder une image, c'est quelque chose de... c'est un luxe. Et c'est un luxe auquel les Corses sont sensibles. Donc ils sont sensibles pour leur intérieur, et ça c'est un marché. Et puis il y a le deuxième marché, énorme marché, c'est le marché des églises et des édifices religieux, puisqu'il faut nécessairement des images au-dessus des autels, dans les églises et les chapelles. Donc j'étais parti du Cap Corse, la situation, enfin les découvertes étaient étonnantes, donc j'ai décidé d'élargir le domaine de l'étude à l'ensemble de l'île, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et 18 années de recherche après, j'en arrive à la même conclusion. 80% des œuvres contenues dans les édifices religieux de l'île sont peints dans l'île par des Corses ou par des peintres extérieurs, mais qui travaillent dans l'île. Donc j'ai épluché les archives, j'ai visité systématiquement les églises, les musées et les collections privées. Donc, comme le disait Francis, ça fait 480 édifices religieux visités. Les Corses, finalement, en sont venus à avoir un complexe d'infériorité, peut-être à cause de cette littérature qui dit, Prosper Mérimée en tête, qu'en Corse, il n'y a rien de fabuleux, rien d'intéressant. Mais c'est son goût, ça correspond à une époque. Et quand on, froidement,
on regarde ce qu'est le patrimoine insulaire, il y a quand même de quoi ne pas rougir. Vous avez là, par exemple, sous les yeux, l'église de la Porta et son clocher, qui est sans doute le plus beau clocher de Corse, de 1720. Vous avez l'édifice, l'oratoire de la Conception, avec ses murs entièrement tendus de damas de soie rouge, où vous avez la cathédrale de Cervione et avec son décor peint très raffiné. Voilà, ce sont des édifices quand même qui comptent dans l'histoire de l'art, non seulement au niveau régional, mais au-delà. Parallèlement, j'ai visité 450 maisons ou appartements et où l'on trouve à l'intérieur des décors peints, des portraits de famille ou des tableaux divers et variés. Donc maintenant, après cette petite introduction, entrons dans le vif du sujet. Alors, les origines de la peinture en Corse, c'est une question que je m'étais posée. Et j'avoue que la recherche est allée encore plus loin que ce que j'avais osé espérer, puisqu'on arrive dans l'Antiquité classique. Tout bêtement, dans Pline, on trouve la trace du premier peintre corse dans Pline l'Ancien, quand il raconte une visite qu'il a faite dans la ville d'Ardé, donc à quelques kilomètres de Rome. Ardé était réputé à cette époque-là pour son acropole, dont on voit une photo à l'écran. Et au-dessus de l'acropole d'Ardé, il y avait un temple gigantesque dédié à Junon, dont il ne reste pas une pierre, malheureusement, mais que Pline l'Ancien a visité. Et lui-même, il décrit donc des peintures extrêmement intéressantes, et il dit que sous les peintures, il y a une inscription des habitants d'Ardé tracée en remerciement au peintre qui avait décoré le temple de Junon. Et donc, grâce à lui, on connaît la teneur de cette inscription disparue depuis très longtemps. Les peintures dignes décors de ce digne lieu, le temple de Junon, reine et épouse du dieu suprême, sont l'œuvre de Plotius Marcus Cleoetas, originaire d'Alalia, donc le nom grec d'Aléria, que la ville d'Ardé loue maintenant et pour toujours en raison de son talent. Donc, voir un peintre de l'Antiquité, originaire de l'île, trouver des débouchés sur le continent italien, dans des édifices majeurs, comme le temple de Junon, à Ardé, pour moi, j'y vois le sommet émerger de l'iceberg, parce que pour une mention qui a traversé les siècles, parce qu'elle se trouve dans Pline l'Ancien, combien d'obscurs petits peintres, décorateurs de villas ou d'édifices secondaires n'ont pas laissé de traces dans l'histoire? J'imagine qu'ils ont été légion. Alors malheureusement, nous ne sommes pas très conservateurs dans l'île. En plus, nous avons une technique de construction, nous n'avons pas une belle pierre de taille qui a permis aux édifices de l'Antiquité de traverser les siècles, comme ça sera le cas par exemple en Afrique du Nord, où les conditions climatiques et la pierre font que ces édifices et ces villes ont pu traverser le temps jusqu'à nous. Ce n'est pas le cas en Corse, on a des murs de moellons bloqués à la terre et c'est très sensible à l'humidité, donc beaucoup de destruction. Alors de l'Antiquité classique, pour l'instant nous n'avons rien, encore que les fouilles restent à mener, ne serait-ce que sur le territoire d'Aléria. On a de dégager actuellement l'acropole, le sommet émergé de l'acropole, mais la zone résidentielle qui se trouvait au pied, elle est sous 7 mètres de remblai. Donc le jour où on dégagera les 7 mètres de remblai, il se peut que l'on trouve des villas en élévation avec des décors peints. Donc un trou de l'Antiquité jusqu'au premier jalon de la peinture datée en Corse et qui sont représentés par les peintures de la chapelle, enfin de l'église piévane Notre-Dame-des-Neiges à Brando. Et voilà, vous avez donc sous le nez les fresques de 1386, signées et datées, qui ont été dégagées dans les années 30.
Donc nous avons une photo là en cours de dégagement, cliché sur plaque de verre, qui avait été réalisé par l'architecte Jean Pietri dans les années 30. Et là, vous avez donc deux panneaux, avec d'un côté Sainte-Catherine et de l'autre Saint-Antoine-Abbé. Et vous voyez au-dessus du panneau de gauche une inscription qui est en clair au-dessus et qui est donc la signature du peintre, Hoc opus fecit. Cette œuvre a été faite par le maestro Giovanni, peintre, fils de Recarus, l'année du Seigneur 1386. Voilà un autre panneau avec un Saint-Jacques. De notable, vous voyez qu'au niveau des genoux du Saint-Jacques, il y a un tout petit personnage qui est agrandi sur le côté. Donc c'est la commanditaire. Donc c'est formidable parce que pour le jalon numéro 1 de la peinture en Corse, on a tout. On a la date d'exécution, on a le nom du peintre et on a même le portrait de la donatrice avec le nom de la donatrice, puisqu'au pied du Saint-Jacques, il y a une inscription de la même écriture que celle que nous venons de voir, et qui dit cette fois-ci Hoc opus fecit fieri. Donc l'œuvre a été faite a été fait faire par la domina, par la dame Benedicta, fille de Gottifredo Guictifredi Imperiali, donc famille génoise aristocratique. Guictifredi Imperiali, l'année du Seigneur 1386. Donc tout ça, c'est de la même campagne de décor. Pourquoi la fille de Gottifredo Imperiale se retrouve à Brando à commander des peintures pour un édifice très important puisqu'il se trouve à un jet de pierre du château féodal? C'est tout bêtement parce que c'est l'épouse du seigneur de l'époque qui s'appelait Giacomo Gentile. C'est pour ça que, enfin, c'est la veuve de Giacomo Gentile. Donc elle est représentée au pied du Saint Jacques, qui est le saint patron de son défunt mari. Voilà, donc c'est de la peinture médiévale 1386, c'est tout à fait honorable. Voilà un détail de la Sainte-Catherine de Sienne, Sainte-Catherine d'Alexandrie dégagée de ses couches de badigeon. Et après, nouveau trou. 1386, un gros trou de nouveau jusqu'au XVIe siècle. Et à partir du XVIe siècle, on a suffisamment d'œuvres qui restent dans nos édifices et on a suffisamment de documents d'archives pour avoir un panorama ininterrompu de l'histoire de la peinture de 1500 à nos jours. Donc on va entrer dans le vif du sujet en disant deux mots sur les peintres corses hors de l'île au XVIe siècle. Un peu comme on a vu avec Plotius Marcus Cleoetas, un peintre remarquable issu de la Corse va trouver des chantiers et va mener une honorable carrière sur le continent italien. C'est le cas au XVIe siècle pour plusieurs peintres. Donc voilà, l'un d'eux, le fameux Niccolò Corso, c'est un Corse du Sud, puisqu'il est né à Vico en 1446. C'est le fils d'un certain Lombarduccio, donc il ne faut pas en tirer la conclusion que son père était lombard, parce que Lombarduccio, c'est un prénom. Il ne faut pas croire que tous les Lombarducci, les habitants, enfin les gens qui s'appellent Lombarduccio arrivent de Lombardie, de même que tous les habitants qui s'appellent, toutes les personnes qui s'appellent Florence ne viennent pas de la ville de Florence, ou les François ne sont pas forcément des Français. Donc c'est un prénom médiéval à la mode à cette époque-là. Donc Niccolò Corso naît à Vico en Corse du Sud, et puis il va traverser la mer pour mener une carrière extrêmement honorable en Ligurie et à Gênes en particulier, où il sera très actif dans les années 1469-1513, qui est la date de son décès
à Gênes. Donc vous avez sous les yeux un exemple de l'art de Niccolò Corso. C'est de la peinture de cour, ce n'est pas du tout de la peinture populaire, c'est un art raffiné. Et c'est tellement intéressant, je dirais, que ce genre de peinture se collectionne et qu'elle finit par se retrouver dans des musées européens ou même du Nouveau Monde, puisque le panneau en question se trouve aux États-Unis, dans le Philadelphia Museum of Art. Donc c'est un critère de qualité, me semble-t-il. Voilà un détail qui vous montre la finesse de la peinture, de l'art de Niccolò Corso. Voilà un autre détail. Donc un raffinement extrême, et on est en pleine concordance avec la peinture, les canons de la peinture à cette époque-là, dans des centres importants comme Gênes. Alors voilà un autre panneau qui se trouve au Bonnefanten Museum de Maastricht, aux Pays-Bas. Aussi, même constatation, c'est de la peinture de cour, ce n'est pas de la peinture populaire. Voilà un triptyque assez bien conservé qui se trouve à Turin, à la galerie Sabauda, où l'on retrouve encore, maintenant on commence à s'habituer l'œil à ce foisonnement de la richesse dans lequel se complaît Niccolò Corso. C'est toujours des textiles à base de drap d'or, des perles, des joyaux. Il se complaît à enrichir très volontairement ces images. Voilà deux panneaux qui se trouvent à Gênes, au Museo dell'Accademia Ligustica, où là aussi on ne peut que constater l'extrême raffinement de cette peinture. C'est complètement en décalage avec l'idée que l'on se fait de la Corse traditionnelle. Voilà un autre détail du panneau où l'on voit une sainte Agnès qui tient un agneau dans les bras. C'est aussi un peintre décorateur dans le sens où il réalise des fresques. Alors ça veut dire qu'il maîtrise deux techniques de peinture, puisque la peinture sur bois, c'est de la technique à tempera, c'est de l'œuf. Les pigments sont liés grâce à un liant à base d'œuf, alors que dans la technique de la fresque sur mur, ce n'est pas du tout la même technique. Donc ça veut dire que c'est un peintre suffisamment savant, techniquement, pour maîtriser aussi bien l'une que l'autre. Donc la peinture sur panneau ou sur mur. Donc là, vous avez un exemple d'un décor qui se trouve à Porto Venere, en Ligurie, dans le réfectoire du monastère de Nostra Signora delle Grazie. Voilà, dans cette même salle, des frises décoratives qui font le tour des murs, donc un panneau où on voit là un portrait de Saint Georges, un saint patron de Gênes, et par ricochet de l'île de Corse aussi. Voilà un panneau qui représente une Vierge à l'enfant. Et là aussi, même si le sujet doit être humble, il rajoute quand même à sa Vierge un beau fermail, une belle broche en or avec des perles et un rubis, parce que voilà, on ne se refait pas, on aime bien cette richesse exubérante. Alors Niccolò Corso n'est pas un unicum. Comme je vous disais pour Plotius Marcus Cleoetas, pour moi c'était le sommet émergé de l'iceberg. Eh bien, Niccolò Corso, qui a été oublié en Corse très longtemps, mais qui est resté quand même dans les mémoires en Ligurie, c'est aussi le sommet émergé de l'iceberg, puisqu'il y a toute une génération de peintres corses qui ont exercé avec talent dans l'Italie de la Renaissance. Donc on a Niccolò actif à Gênes et à Ligurie. On a Antonio Corsi qui lui était actif en Toscane.
à Lucques, Pise et Florence, dans ces années 1471-1515. On a un Vincenzo Corso qui, lui, est actif à Naples, puis va passer à Rome, où il sera actif jusqu'à sa mort, 1545. Et on a un Monaldo Corso. Alors lui, Monaldo Corso, il peut échapper au dictionnaire parce qu'il est souvent répertorié sous le nom de Monaldo da Corneto, parce qu'il vivait dans le village de Corneto, qui est l'actuelle commune de Tarquinia, l'ancienne ville étrusque, et qui au Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge, s'appelait Corneto. Je crois qu'elle a repris le nom de Tarquinia au XXe siècle. Donc ce Monaldo Corso lui-même est, comment dirais-je, chauvin, on ne se refait pas quand on a des origines insulaires, et souvent lui-même il signe Corsus. Corsus. Donc je ne peux pas tout vous montrer, mais je prends un exemple remarquable, donc une œuvre de Monaldo Corso qui se trouve à Tarquinia dans le Museo Nazionale. C'est une déposition qui est datée de 1507, vous voyez qu'on est très tôt dans le XVIe siècle, et qui est signée en toutes lettres Monaldus Cornetanus alias Corsus Pingebat. Donc il n'oublie pas ses origines insulaires. Donc maintenant qu'on a eu un balayage de la situation des peintres corses actifs sur le continent italien, on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans l'île à cette époque-là? Donc au XVIe siècle en Corse, au début du XVIe siècle, le paysage pictural est dominé par la personnalité de quelqu'un qu'on connaît, qu'on a répertorié sous le nom de Antonio de Calvi. Alors Antonio de Calvi, on le suit dans les documents d'archives entre 1505 et 1527. On sait qu'il a travaillé en Balagne, dans le Cap Corse et même à Bastia. Il ne reste malheureusement de sa production qu'une seule œuvre, mais remarquable. Donc on sait quand même aussi qu'il était le fils d'un certain Simone, qui était vraisemblablement originaire de Bologne et qui était sans doute lui-même peintre. Donc en fait, c'est son père, Simone, qui serait venu s'installer à Calvi, peintre, et Antonio est un Corse de la seconde génération et qui a repris le métier de son père. Donc là, vous avez sous les yeux un détail du panneau central d'un retable sur bois, très bien conservé, datant de 1505, et qui se trouve en Balagne, dans l'église de Cassano. Voilà le retable en entier. Donc une œuvre... Vous voyez que c'est moins raffiné que Niccolò Corso. C'est une jolie qualité, mais à côté de ce que fait Niccolò Corso, c'est époustouflant. Donc voilà, un beau retable. Vous voyez que sous les pieds de la Vierge, il y a une inscription sur un phylactère. Voilà, c'est la signature du peintre. Antonio, donc fils de Simone et de Calvi, Pinxit, 1505. À l'autre bout du XVIe siècle, on a une situation qui est plutôt dominée par un atelier constitué de deux peintres associés, qui sont Giovan Battista Aicardo et Alessandro Castellino. Ce sont tous deux des Ligures d'origine, leurs familles sont originaires de Ligurie, mais on sait du moins pour Giovan Battista Aicardo que ce n'est pas lui qui est venu s'installer, c'est son père. Donc il est déjà un Corse, il est intégré dans la société corse. Donc ces deux peintres travaillent en association et ils sont l'auteur notamment de cette œuvre que vous avez sous les yeux. C'est un grand retable peint sur bois qui se trouve dans l'église de Belgodère en Balagne. Il n'est pas signé, il n'est pas daté, mais l'acte de commande est conservé dans les archives départementales. Donc ça a permis de dire que l'œuvre date de 1595 et on sait qui a commandé ce tableau, ce qui nous permet d'expliquer qui sont ces petits personnages qu'on a au pied des saints personnages. Parce qu'on a des apôtres, on a la Vierge, bon, grand format, des apôtres, on a Saint Thomas et Saint Pierre, grand format,
Et on a une myriade de petits personnages de petite taille qui sont des gens comme vous et moi, qui sont en fait les commanditaires. C'est un peu comme la petite commanditaire de la Benedicta Imperiale qu'on a vu sur les fresques de Brando. Et grâce aux documents d'archives, on sait que ce sont les confrères, c'est-à-dire les membres de la confrérie des hommes et les membres de la confrérie des femmes qui ont commandé ce tableau. Alors au passage, on note le raffinement étonnant du costume, puisqu'on s'aperçoit que nous sommes en 1595, on suit les derniers canons de la mode pour les notables qui portent autour du cou, sur la photo de droite, la fraise à l'espagnol, le col tuyauté, mais avec comment dirais-je, une fantaisie que les Espagnols ne se permettent souvent pas, puisqu'ils préfèrent s'habiller tout de noir, c'est plus digne. Ben, les Corses ne dédaignent pas d'utiliser la couleur. Vous voyez que l'un des personnages a un pantalon gris-bleu avec une casaque prune et que d'autres sont habillés en vert. Donc les Corses suivent la mode, mais ils se permettent des fantaisies, notamment au niveau de la couleur. Et voilà pour les dames, où l'on voit que les dames les plus bourgeoises, je dirais, portent elles aussi le col en fraise à la mode. Et on voit certainement la dame la plus riche du village qui est vêtue ni plus ni moins aussi bien qu'une dame de Séville, avec une robe à l'espagnol, à haut col, ouverte sur une seconde robe de couleur contrastée. Et coiffée avec une coiffure élaborée, tressée, ce qu'on appelle des macarons. Donc on suit les canons de la mode de la coiffure. Nous sommes à Belgodère, un petit village de Balagne. Voilà l'art des mêmes peintres qui va évoluer puisqu'ils vont continuer à être actifs au tout début du XVIIe siècle. Eh bien, ils ne vont pas se scléroser et s'enfermer dans ce qu'ils ont appris. Ils vont suivre l'évolution technique, la révolution technique qui se passe sur le continent à cette époque-là, c'est-à-dire la découverte de la peinture à l'huile sur toile. Donc, eux qui ont commencé toute leur carrière à travailler à tempéra sur bois, vont abandonner leur technique pour adopter la peinture à l'huile sur toile. Donc là, vous avez une œuvre des deux mêmes peintres, plus tardive, qui se trouve dans l'église de Luciana, peinte à l'huile. L'œuvre a été restaurée très récemment, donc ça permet de voir que sous les repeints du XIXe siècle, il y avait un fond plus structuré. Et puis vous remarquerez aussi le repeint de pudeur qui a caché le sexe de l'enfant, alors qu'au XVIe siècle, ça ne choquait personne. Au XIXe siècle, on est un peu plus pudibond et on préfère dissimuler une certaine partie de l'anatomie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le détail avant et après dégagement du repeint. Alors c'est amusant de comparer une œuvre peinte à tempéra sur bois et une œuvre peinte à l'huile sur toile, où l'on retrouve les mêmes morphologies. Vous voyez les enfants Jésus qui ont ces espèces de chevilles en petites boules, ils forment perles, où les caractères de la morphologie des personnages, des yeux un peu globuleux, le dessus des mains striées, et puis ces anges que l'on groupe souvent par deux avec des tuniques contrastées, roses et vertes. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous aussi, c'est le costume des dames de Luciana au tout début du XVIIe siècle, dans les premières années du XVIIe siècle, où on voit la richesse de ce costume qui est en contradiction totale avec l'image qu'on se fait de Colomba. Hein. Là, on n'est pas du tout devant la femme en noir. Si, il y en a une de femme en noir, c'est la veuve âgée qui se trouve derrière. Mais les jeunes femmes, dans la force de l'âge, portent des costumes très raffinés, très colorés. Et ça correspond à ce que l'on lit
dans les inventaires de vêtements, les inventaires de dot ou les inventaires après décès que l'on relève à paquet dans les archives notariales de Lille. Et là, on a la chance, grâce à l'histoire de l'art, de pouvoir mettre une image sur des choses que l'on connaît que d'après des descriptions d'archives. Et là, on comprend comment est conçu le costume féminin. Dans les documents d'archives, on lit souvent un busto, donc un corsage, avec des maniche qui sont attachés par des nastri, des rubans. Et parce qu'en fait, on pouvait changer les manches du corsage. On défaisait les nœuds de ruban et on mettait des manches d'une autre couleur. Et ainsi, on pouvait renouveler sa garde-robe plus souvent et avoir. Donc, ça dénote quand même une certaine recherche et une certaine frivolité chez les demoiselles et les jeunes dames corses. Donc là, vous remarquez aussi que, conformément à ce qu'on voit dans les documents d'archives, le vêtement est conçu à base de damas de soie. C'est ce damas rouge à motif caractéristique, qui est lui-même brodé de fil d'or et dans lequel on fait un usage assez important de la dentelle. Et toujours ce col tuyauté inconfortable au possible, mais qui est à la mode jusque dans les années 1610, même un peu passé. Voilà un regard sur les hommes de Luciane à la fin du XVIe, au tout début du XVIIe siècle. On dirait des Espagnols, on dirait des Sévillans. Donc, entrons de plein pied dans le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est une grosse révolution dans l'histoire de l'art insulaire. C'est la découverte de l'art baroque. Et le baroque, ça va devenir une folie furieuse pour les Corses. Ils vont trouver ça absolument passionnant. Ils vont se jeter à corps perdu dans le style baroque avant beaucoup de grandes villes italiennes. On va adopter très tôt le style baroque en Corse et on va le faire perdurer très tard. Alors déjà, d'après les dernières statistiques, il y a une bonne trentaine de peintres documentés en Corse au XVIIe siècle qui s'expriment avec les canons de l'art baroque. Donc voilà, le premier peintre baroque connu, c'est un Corse, 100%. Alors c'est amusant parce que là, vous avez un tableau qui se trouve dans l'église de Ville di Pietrabugno. Ce tableau a été vu par Venanzio Belloni. Venanzio Belloni, c'est le plus grand historien de l'art génois du XXe siècle. Il avait fait quelques séjours en Corse, il a étudié la peinture qu'il a vue dans les églises et il a vu ce tableau. Et ce tableau est signé. Ce tableau est signé Niccolao Castiglioni. Quand Venanzio Belloni, historien de l'art, voit un tableau pareil signé Niccolao Castiglioni, avec la date 1628. Il dit « Ah, un Génois ». Ben oui, on a une famille génoise de Castiglione, très actifs, des peintres génois qui portent ce patronyme à Gênes. Et il dit « Ce tableau 1628, il est en pleine concordance avec le style baroque qui accourt à Gênes à cette époque-là. C'est très tôt. C'est un Castiglione. On l'a oublié dans l'arbre généalogique des peintres Castiglione, mais c'est certainement un Génois. Sauf que, quand on étudie les documents d'archives, on a pu établir l'arbre généalogique de Niccolao Castiglione et on suit son origine. Niccolao Castiglione, son grand-père arrivait de Castiglione et di Giovellina. Donc, il n'est pas très loin de Corté. Sur la route entre Bastia et Corté. Donc c'est un homme originaire de Castiglione et qui vient s'installer à Bastia, d'où le surnom Castiglione, puisqu'il arrivait de ce village-là. Et son petit-fils va porter comme lui le prénom de Niccolao. Pourquoi ? Parce que l'église paroissiale de Castiglione, la vieille, pas celle qui se trouve actuellement au centre du village, l'ancienne église paroissiale de Castiglione, est dédiée à Saint-Nicolas. Donc, ne cherchez pas, ce n'est pas un Génois. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'un Corse réalise une œuvre baroque de cette qualité-là,
très tôt, en 1628. Voilà la signature, 1628 Nicolaus Castiglionis Pingebat. Voilà un détail de la Vierge à l'enfant. Au passage, on remarquera le réalisme du visage de l'enfant. Tous les peintres vous diront que la chose la plus difficile à peindre, c'est le portrait d'un enfant. D'abord, ça bouge constamment, donc c'est difficile de les faire tenir tranquilles. Et en plus, c'est très facile à rater. La plupart des portraits d'enfants du Moyen-Âge, les enfants de Jésus, ressemblent à des petits vieux, parce que les peintres maîtrisent mal. Voilà. Or, on notera avec plaisir que notre peintre corse baroque, le premier de la série, eh bien, il maîtrise parfaitement ces visages enfantins. On voit autant dans le visage de l'enfant que dans ceux des angelots. C'est mignon. Et on retrouve chez lui, comme chez notre ami Niccolò Corso, ce goût pour la richesse évasique, j'en rajoute, du damas de soie, de la broderie d'or, de la dentelle. Et voilà sa Sainte Catherine qu'il va coiffer à la dernière mode, on dirait Marie de Médicis. Il va lui tresser ses cheveux avec des rangs de perles et des rubans. Donc là aussi, voilà Sainte Catherine d'Alexandrie face à Sainte Lucie qu'on vient de voir. Ce goût pour les étoffes riches, les pièces d'orfèvrerie, c'est aussi un art qui se veut un art de cour. Ça ne se veut pas un art populaire. C'est un art savant. C'est le miroir des modes. Alors voilà un tableau, le détail d'un tableau de 1627, donc un an avant celui que l'on vient de voir. C'est le détail d'un ange, c'est une scène de l'Annonciation. Et alors que la plupart du temps, on représente des anges vêtus de vêtements colorés, là, Niccolò Castiglione, il s'en donne à cœur joie dans le vêtement raffiné, hein, avec des étoffes polychromes. Ce sont des tissus, il faut imaginer que des tissus comme ça sont tissés sur des métiers et que ça vaut la peau des yeux. Ce n'est pas des toiles, ce n'est pas des cotonnades imprimées, hein, ce sont des tissus, ce sont des soieries. Donc ça démontre aussi que le commanditaire et que le peintre connaissent fort bien ce type de tissu. Alors voilà une toile de petit format qui se trouve dans l'église de Camp, une toute petite église, et le tableau est en proportion. Et voilà un détail d'un grand tableau qui se trouve dans l'église de Speloncato, mais j'ai isolé ce détail-là pour que vous rentriez dans la facture du peintre. Et regardez l'extrême douceur, maîtrise avec laquelle il rend ce portrait. C'est quand même pas donné à tout le monde. Et nous sommes, j'insiste là aussi, on n'est pas devant une peinture populaire. Alors, le XVIIe siècle, outre Niccolò Castiglione, on a une personnalité importante qui est Marcantonio de Santis. Alors Marcantonio de Santis, voilà un exemple différent. C'est quelqu'un qui arrive d'Italie, donc c'est un Napolitain, puisqu'il est né à Benevento, à quelques kilomètres dans l'état de Naples. Et il s'installe à Bastia en 1647. Il va se marier à Bastia, et c'est ce qui explique qu'il ne quittera plus la Corse jusqu'à sa mort vers 1681. Et il va peindre énormément. Il va laisser aussi énormément de documents d'archives. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir qu'il a résisté quelques temps à mes investigations, parce qu'au départ, je croyais qu'ils étaient trois. Trois personnes portant le même nom, le même prénom, sont présentes très souvent dans les documents d'archives du XVIIe siècle. D'un côté, on a le Pittore Marcantonio de Santis. D'un autre côté, on a le luogotenente Marcantonio de Santis, donc un lieutenant, un militaire. Et on a enfin un curé, le Reverendo Prete Marcantonio de Santis. Alors, un curé, un militaire, un peintre. Bizarre. Sauf que c'est la même personne, mais pas à la même époque.
Quand il arrive, il se marie avec une Bastiaise, il est passionné par sa femme, tout va très bien, mais elle meurt en 1661. Quand elle meurt, il est inconsolable, il rentre dans les ordres, il se fait prêtre, mais il continue à peindre. Et puis, le temps passant, la cousine germaine de sa femme se retrouve veuve avec des enfants en bas âge. Alors, généreusement, il lui ouvre la porte de sa maison et il se passe ce qui devait se passer. Ils ont un enfant illégitime tous les deux ensemble. Scandale? Pas du tout. Donc, Marc-Antonio de Sentis rédige son testament et il prend pour, comment dirais-je, comme exécuteur testamentaire, Monseigneur l'évêque. Et il désigne Monseigneur l'évêque comme le tuteur de son fils illégitime. Alors là, ça démontre une largesse d'esprit peu commune. Et puis finalement, la nature étant plus forte, Marc-Antonio de Sentis demande à être relevé de ses vœux. Il abandonne la prêtrise, il épouse la dame en question, à qui il fera encore 3 enfants. Et comme c'est un riche notable, on lui fait l'honneur de le désigner comme lieutenant de la milice bastiaise. C'est pour ça que certains documents l'appellent le luogotenente Marc-Antonio de Sentis. Donc vous voyez, une vie romanesque au possible. C'est dommage, quelqu'un qui avait été complètement oublié. Alors là, vous avez sous les yeux une de ses œuvres, l'œuvre qui m'a permis de mettre un corpus de tableaux sur ce nom qui sortait des archives. Voilà, c'est un tableau qui se trouve dans l'église de San Martino di Lota, qui a été restauré il y a quelques années. Voilà l'état avant restauration. Et vous remarquez que sous les pieds de la Vierge, il y a une pierre avec une inscription. Voilà cette pierre. Sur la face de la pierre, il y a une inscription qui donne le nom du notable qui a payé le tableau. Donc, c'est le Sumptibus, ça a été fait aux frais de Anton Nobile Mattei, bon, en 1664. Et sur la tranche de la pierre, il y a une inscription plus discrète, mais, comment dirais-je, hermétique, avec une suite de signes kabbalistiques bizarres. Le pingebat à la fin nous fait penser que c'est la signature d'un peintre. Et en ayant rassemblé tous ces documents d'archives, un jour, je me suis dit, Marc-Antonio de Sentis. Mais voilà, c'est ça. Ce sont des monogrammes. Donc, vous avez le premier groupe de lettres, c'est M-A-R, lié, Marc. Le deuxième groupe, c'est A-N-T, Antonio, D, point, Sentis, écrit avec un A, un N et un T lié, Sentis. Voilà. Donc, CQFD, celui qui a fait ce tableau-là, c'est notre Marc-Antonio de Sentis, ce bonhomme à la vie romanesque extraordinaire. Du coup, on peut lui attribuer tout un tas de tableaux signés de façon hermétique. Voilà par exemple un tableau qui se trouve dans l'église de Silvareccio et qui date de 1652. Regardez sous les pieds du personnage central, Saint Jean-Baptiste, qui pose le pied sur un caillou. Quand on regarde le caillou de près, on retrouve là aussi une signature hermétique avec des lettres liées, M-A-R-A-N-T-D.S, Marc-Antonio de Sentis, 1652. Voilà un autre tableau qui se trouve à Loriani, sur le territoire de la commune de Cambia. C'est un martyr de Sainte Catherine d'Alexandrie. À ses pieds, une roue brisée, que vous voyez en détail, qu'on va voir en plus gros, avec la même inscription, Marc-Antonio de Sentis, Fecit, le F à la fin est pour Fecit, 1655. Marc-Antonio, bien que basé à Bastia, rayonne sur toute l'île, puisqu'on trouve des œuvres de lui, on en trouve 2, dans le couvent de Santa Lucia di Talano, donc bien dans le sud. Vous voyez qu'il y a un angelot qui tient un phylactère, un ruban avec une inscription, et dans le dernier pli du ruban, il y a 1664 M-A-R-A-N-T-D.S. Donc Marc-Antonio de Sentis. Marc-Antonio de Sentis, on ne peut pas dire que ce soit un peintre baroque. Il est encore très marqué par le maniérisme.
c'est encore très dessiné, c'est encore un peu, allez, je vulgarise, botticellien. C'est très dessiné, c'est très, très maîtrisé, très graphique. Donc c'est plutôt du maniérisme tardif. Mais c'est la période baroque. C'est ce qui se fait aussi à la même époque à Florence. À Florence, le baroque va mettre beaucoup plus de temps à s'installer qu'à Gênes, par exemple. Et on va avoir beaucoup de peintres qui font encore du maniérisme tardif, alors qu'on est passé au baroque dans d'autres régions. Les deux styles cohabitent. Il est quand même l'auteur de choses tout à fait remarquables, tel le détail de cette Sainte-Cécile qui se trouve dans l'église de Scate, où on trouve là aussi un goût pour le bijou, les coiffures élaborées, qui finalement correspond au goût des commanditaires corses. En fait, si vous voulez, on a un tel amour pour les saints personnages qu'on les part volontiers. C'est un peu l'idole que l'on va charger de bijoux pour exprimer la dévotion que l'on a envers elle. Alors, un autre peintre du XVIIe siècle, incontournable, intéressant, Carlo Lorenzo Farinole. Alors, Farinole, sa famille arrive du village de Farinole, à la base du Cap Corse, dans le Nebbio. Donc on suit son arbre généalogique, on a vu que son père était menuisier ébéniste, et c'est lui le premier qui vient s'installer à Bastia, et du coup on le baptise Farinole, du nom de son village d'origine. Alors, Carlo Lorenzo va être un bon peintre du XVIIe siècle. Il va avoir 3 fils, donc 2 qui seront placés dans la haute hiérarchie épiscopale. Il y en a un qui va être... ils vont être tous les 2 chanoines à la cathédrale de Bastia. L'un va être cancelliere de l'évêque et l'autre va diriger on appelle l'école à curé, le séminaire, voilà. Et l'autre va être directeur du séminaire de Bastia au début du XVIIIe siècle. Donc, on verra d'ailleurs ce que fait le fils, un 3e fils, Saverio, qui va devenir peintre lui aussi, qui va travailler dans le goût du XVIIIe siècle et plus du tout dans le goût de son père. Donc là, pour l'instant, on en est à Carlo Lorenzo, peintre du XVIIe. Donc là, un tableau de 1682, signé et daté dans l'église d'Olmetta du Cap. Voilà un détail qui montre la facture du peintre. Voilà une autre œuvre qui se trouve dans l'église de Mausoleo, dans le Giunsani. C'est une œuvre qui évoque quelque chose dans l'esprit de l'historien de l'art que je suis. Je vous expliquerai après pourquoi. D'abord, 2 mots sur la signature. C'est un tableau qui est signé. La plupart du temps, les gens cherchent les signatures dans les coins, en bas, des tableaux à droite ou à gauche. Ben, pas forcément. Là, la signature se trouve au milieu du tableau, sous le nuage de la Vierge, dans la partie sombre, brune. C'est écrit en noir. Donc voilà la zone avant restauration. Carolus Laurentius Farinola, donc c'est écrit à la latine. Bastillé Pingebat, 1680. Donc une belle facture, on voit une belle maîtrise des volumes, de la lumière, c'est pas mal du tout. 1680. Mais ce que je vous disais, un tableau comme ça, chez l'historien de l'art que je suis, ça m'évoque quelque chose. Alors c'est pour ça que je vous dis un air de déjà-vu. Oui, pourquoi ? Parce que c'est une version réduite d'un très grand tableau qui se trouve dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Bastia et qui a été commandé au plus grand peintre génois de l'époque, Domenico Piola. Et on voit que ce tableau qui a été commandé à prix d'or pour une église bastiaise, une grande église bastiaise, va inspirer un petit peintre local qui va utiliser ce modèle gratuit qu'il a sous le nez pour en faire une version réduite
pour un petit village du Giunzani, à l'intérieur des terres. Donc vous voyez qu'il reprend fidèlement le groupe des deux pécheresses qui sont dans l'angle inférieur, le groupe constitué par l'ange qui tire l'élu du brasier de l'enfer, et la position de la Vierge aussi. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que les grands édifices de Bastia, à l'époque Bastia c'est la capitale de la Corse, c'est là où se trouvent les plus grandes richesses de l'île, enfin les hommes les plus fortunés. Donc on fait venir des tableaux très coûteux. Et ces tableaux très coûteux des églises bastiaises vont servir de modèle à l'école de peinture locale. C'était un exemple. Alors, un autre peintre du XVIIe siècle corse important, Giuseppe Maria Casalta, domicilié à Prunelli di Casaconi, mais originaire de Casalta, voilà le pourquoi du comment de son patronyme, et dont l'activité picturale est suivie à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, entre 1687 et 1713. Donc là, on a un tableau, une sainte parenté, qui se trouve dans l'église de Valle d'Orezza. Et c'est un peintre, Giuseppe Maria Casalta, qui n'est pas urbain. C'est donc un peintre de campagne. Alors vous voyez quand même que pour quelqu'un qui ne vit pas en ville, c'est quand même de la peinture qui tient debout. Notamment le portrait de la Vierge, qui n'est pas sans rappeler la peinture, l'art de Georges de la Tour. Vous voyez ces visages très ovoïdes, avec ces carnations un peu d'ivoire, qui était le goût à l'époque. Donc il peint selon la mode de son temps, même s'il vit dans un petit village dans la Castagniccia. Il est visiblement très intéressé par la morphologie féminine, puisqu'il a des portraits de femmes tout à fait ravissants, très bien maîtrisés. Voilà une belle expression de la douleur chez cette Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix. C'est un tableau qui se trouve dans la confrérie de Vescovato. Vous voyez la maîtrise avec laquelle il rend l'expression. Une Sainte Catherine de Sienne avec ce cou démesurément long. Mais quand il s'exprime et qu'il traduit des personnages masculins, il est moins soigneux. On se doute quelque part qu'il ne devait pas attirer chez lui des hommes pour poser, alors que des jeunes filles, il devait souvent leur dire « J'ai besoin d'un modèle, viens me voir », je pense. Voilà un tableau qu'il a réalisé pour l'église de Tralonca. Là aussi, un air de déjà-vu. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve le même tableau que précédemment. Donc vous avez un second exemple de cette popularité des tableaux des églises bastiaises, qui sont des modèles gracieusement fournis aux peintres locaux. Et voilà un portrait de notable. Alors au passage, vous noterez qu'il s'agit d'un notable de San Giovanni di Moriani. Donc ce n'est pas un bastier, c'est un petit village. Et vous voyez comment sont habillés les notables corses des petits villages. C'est à mettre en parallèle avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec les donateurs. Un homme habillé comme ça peut circuler à Paris ou à Madrid sans faire pâle figure. Je veux dire, il est vêtu à la mode du temps. Alors, abordons le XVIIIe siècle. Le début du XVIIIe siècle est dominé par la personnalité de Giovan Battista Moro. Alors, Giovan Battista Moro, là aussi, on pourrait se dire Moro, c'est un Italien, avec un patronyme pareil. Pas du tout. Si on fait son arbre généalogique, on s'aperçoit que son grand-père était bastier, il avait été enlevé par les barbaresques. Et quand il est revenu de captivité, on l'a appelé Il Moro, le Maure, pour clin d'œil à sa vie d'esclave chez les barbaresques. Du coup, ses enfants ont été le fils de Il Moro, et le petit-fils est devenu Giovan Battista Moro.
Voilà. Donc une activité picturale très longue qui est suivie sur la fourchette qui va de 1699 à 1761. Vous avez un exemple de ce que peut être sa signature, parce qu'il a plusieurs signatures possibles, où l'on trouve aussi, comme pour Marc-Antonio de Santis, des lettres liées. GBM, GB Moreau, Dipinxit, en fait, 1699, la signature qui se trouve sur ce tableau que vous avez sous les yeux, qui se trouve dans l'église de Figaret, là. Un Saint-Antoine de Padoue. Voilà un autre tableau, petit tableau de petit format, qui se trouve dans l'église de Thomines, ou à l'autre bout du Cap Corse, à la pointe du Cap Corse. Un tableau qui est signé et daté de 1704. Alors là aussi, un historien de l'art dit cette composition, ça me dit quelque chose, ça rappelle celle-ci. Alors ça, c'est un tableau qui se trouve actuellement à Florence, dans la Galerie des Offices, qui a été peint par Carlo Maratta, le plus grand peintre romain de son époque, qui a diffusé ses œuvres par le biais de la gravure. Donc on connaît les compositions de Carlo Maratta aux quatre coins de l'Europe, et en Corse en particulier. Et donc on copie Carlo Maratta. Alors vous remarquez que le tableau de Thomines date de 1704. Et Carlo Maratta ne va mourir qu'en 1713. Ça veut dire qu'en Corse, on copie Carlo Maratta du vivant même du peintre. C'est quand même à noter. Donc on suit la mode, ce qui se fait à Rome à cette époque-là. Alors là, nous avons un très joli tableau, une annonciation qui est signée et datée de Giovan Battista Moro, datée de 1720. Le tableau qui a été restauré, qui était bien oxydé, dont le vernis était bien oxydé. Et là aussi, un air de déjà-vu. Pourquoi ? Là aussi, on trouve un modèle de Carlo Maratta, diffusé par la gravure. Voilà un détail de la technique picturale de Giovan Battista Moro, c'est honorable. Petit air mutin de la Vierge. Voilà un autre tableau plus austère qui se trouve dans le couvent des Dominicains Saint-Hyacinthe. Donc un tableau signé et daté de 1730. Là aussi, on se dit un air de déjà-vu. Pourquoi ? Le peintre a utilisé là aussi une gravure d'après un tableau de Carlo Maratta, mais il a remplacé le Saint-Antoine de Padoue, que l'on voit sur la gravure, par un Saint-Hyacinthe dominicain de sa composition. Donc il s'inspire sans être un copieur servile, je dirais, un copiste. Là aussi, un tableau extrêmement impressionnant, grand format, qui se trouve dans l'église de Pietracorbar, qui est signé et daté de 1735. Alors, un air de déjà-vu, encore Carlo Maratta, c'est à croire qu'il avait toute la collection de gravures de Carlo Maratta. Donc, vous voyez qu'il a isolé une partie de la gravure qu'il va utiliser. Il va déshabiller le Saint-Charles Borromée, qui est d'habitude habillé en rouge et blanc. Il va le rhabiller en Saint-Joseph, en jaune et bleu, avec un costume différent. Il va mettre dans les mains de l'Angelo, qui se trouve au premier plan, les outils de menuisier de Saint-Joseph, donc un burin, un ciseau à bois et un marteau. Et puis, il va mettre une Sainte-Anne de sa composition et des têtes d'Angelo par-ci, par-là. Voilà, à partir d'une gravure, le peintre corse qui crée une composition qui lui est personnelle. C'est un cas de figure qu'on retrouve sur le continent, tant en Italie qu'en France continentale. Voilà le détail rapproché. On voit bien les angelots, un qui a les mains vides et finalement qui va trouver une justification à sa présence en tenant les outils du Saint Joseph. Alors, Saverio Farinole, on a vu son père tout à l'heure, Carlo Lorenzo Farinole, voilà les œuvres du fils. Alors, nous sommes au XVIIIe siècle,
donc on préfère de la peinture claire. Il va abandonner les teintes, de plus en plus les teintes foncées qu'utilisait son père pour aller vers des teintes de plus en plus claires. Donc lui, il est domicilié à Bastia et il est actif dans les années 1720-1760. Alors ce tableau-là, qui se trouve dans une chapelle privée à Brando, il y a un air de déjà-vu, puisque on retrouve le Saint-Charles Borromée de Carlo Maratta, isolé et intégré dans un décor différent. Voilà. Donc là aussi, encore un peintre qui s'inspire de Carlo Maratta. D'où finalement, en fait, ces racines savantes de l'art baroque corse. Alors voilà une œuvre plus avancée dans sa carrière, qui est de plus en plus claire au niveau des coloris. Et là aussi, on se dit un air de déjà-vu. C'est un tableau qui a servi de modèle, qui se trouve dans la cathédrale de Bastia. Et là, vous voyez que ce sont des coloris du XVIIe siècle, avec des rouges, des jaunes, des verts très sombres, traités avec des coloris XVIIIe, plus clairs, avec des bleus clairs, des rouges clairs, des gris. Et donc le tableau modèle, c'est un tableau de Giuseppe Badaracco, un peintre génois baroque important. Et voilà, le peintre va utiliser le modèle pour en faire un tableau de dimension moyenne pour une église de village, notamment, enfin précisément celle de Méria. Voilà encore un exemple de sa production. C'est un des tableaux teints des 14 constituant le chemin de croix de l'église de San Giovanni de Moriani, avec ses couleurs rouge clair qui lui sont particulières. Voilà un tableau qui se trouve dans la confrérie Santa Croce et Sainte-Croix de Bastia, le lavement des pieds. Voilà un tableau qui se trouve dans l'église de Santa Maria di Lota, alors avant intervention, mais quand il passe dans les mains d'une restauratrice, on s'aperçoit qu'il y a des siècles de fumée de cierge qui se sont déposés sur la couche picturale, puisque il y a 3 gradins remplis de cierge et que l'on allume très régulièrement au pied de ces tableaux, ce qui fait que ces pauvres toiles sont fumées comme des jambons. Et voilà, une fois que l'œuvre est nettoyée, retendue et qu'on a changé son châssis, on retrouve la toile telle qu'elle était au XVIIIe siècle. Voilà un détail. Parmi les peintres du XVIIIe siècle notables en Corse, il y a un certain Giacomo Grandi, originaire de Milan, qui va s'installer en Corse dans les années 1740 et qui va être actif jusqu'à l'année de sa mort en 1772. On le suit par les documents d'archives, on sait qu'il va se marier 2 fois et il va peindre énormément pour les églises de l'intérieur notamment. Voilà une œuvre tout à fait remarquable qui se trouve dans l'église de Quercitello, qui est le martyre d'une sainte corse. C'est Santa Laurina d'Aleria. Alors c'est tout à fait amusant parce que c'est censé représenter Aleria à la période romaine, avec cette pauvre Laurina qui se fait martyriser. Alors normalement, les textes disent qu'elle a été martyrisée par un préfet romain. Donc vous regardez que le préfet romain, on dirait plutôt un pacha turc. Et pourquoi? Parce que ce préfet romain portait le nom de Barbarus. Et donc chez le peintre, Barbarus, barbaresque, il y a eu un glissement iconographique. Et du coup, les soldats romains, les légionnaires romains qui auraient dû martyriser la sainte, se transforment en pirates barbaresques. Et là, vous avez le pirate dans toute sa splendeur, avec le cimeterre aux côtés, les moustaches à la turque, et le bandeau blanc sur le front, le bandeau de la tête de Maure. Voilà. Et le préfet romain qui ressemble vraiment à un pacha, avec son turban, son chapeau en feutre rouge, son cafetan. C'est assez amusant. Voilà une autre œuvre du même dans l'église de Scata. Et là aussi, on se dit,
j'ai déjà vu ça quelque part, aussi dans une église bastiaise, à Saint-Jean-Baptiste, un grand tableau, toujours de Domenico Piola, un grand peintre génois, qui sert de modèle. Voilà une œuvre, là aussi, Giacomo Grandi rayonne sur la Corse. Il travaille même pour des églises du sud de l'île, comme ici pour l'église de Zevaco, où l'on voit une belle naissance de la Vierge, très baroque, avec ce baroque, avec des clichés comme la tenture qui est très théâtrale, je dirais. Voilà un tableau de petit format qui se trouve dans une chapelle de Bisinchi. Alors là aussi, il ne faut pas se formaliser quand on voit des œuvres dans cet état-là. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que des œuvres, il n'y a rien qui ne soit pas restaurable. Donc voilà l'œuvre, une fois qu'elle est restaurée et rendue dans son état du XVIIIe siècle. C'est un peintre aussi qui a fait des portraits de famille, notamment, voilà, un exemple, un chanoine, le chanoine Pietro Pompei, qui avait été curé dans le Cap-Corse, et archiprêtre dans le Cap-Corse, plutôt, 1763. Giacomo Grandi aussi a fait de la peinture murale, hein, donc là aussi, comme Niccolò Corso, il maîtrisait deux techniques, la peinture à l'huile sur toile et là la peinture à la colle sur enduit sec. C'est pas de la peinture à fresque, c'est de la peinture à secco. Donc, mais c'est une technique très différente de celle qu'il emploie quand il peint sur toile. Donc ça veut dire que Giacomo Grandi maîtrise aussi bien les deux techniques. Donc là, c'est un décor qui se trouve dans la confrérie de Monacchi à Lorezza. Avec des détails, on est dans le baroque, le goût pour les coquilles et les volutes. Un de ses élèves qui va travailler comme lui et qui va finalement aller plus loin que lui, c'est Francesco Carli. Francesco Carli, au début de sa carrière, on peut confondre ses œuvres avec celles de Giacomo Grandi, puis progressivement, il va trouver son style propre. Donc Francesco Carli, c'est un tout jeune homme né sur le territoire de la Sérénissime République de Lucques, en Toscane, qui va débarquer dans la Corse du XVIIIe siècle et il va devenir l'élève de Giacomo Grandi. Il va lui aussi se marier en Corse. Il va épouser une jeune fille de San Lorenzo et donc il va se fixer définitivement dans l'île et il va y mourir très tard, alors que le 19e siècle est déjà bien avancé, en 1821, la même année que Napoléon. Voilà. Donc, un exemple d'une des œuvres de Francesco Carli, ce tableau d'autel qui se trouve dans la confrérie de Tox. Alors là aussi, on se dit, un air de déjà-vu, pourquoi ? La base, encore Carlo Maratta. Décidément, Carlo Maratta, il a une influence fondamentale sur le baroque corse, sans jamais y avoir mis les pieds, mais par les gravures qui représentent ses œuvres. Donc vous voyez que dans la partie supérieure, la Vierge de l'Immaculée Conception, les pieds sur une demi-lune, va être copiée par Carli et entourée d'Angelo de sa composition. Voilà encore un tableau de Carli qui utilise le même modèle avec des personnages en premier plan de sa composition. Voilà un petit tableau dans le couvent de Barettali qui montre bien son style avec des personnages très jeunes, avec des visages enfantins de poupées de porcelaine. C'est typique du XVIIIe siècle. Voilà, ces visages de porcelainés. Un détail d'un tableau qui se trouve dans l'église de Monte. Et une bannière de procession qui représente un Saint-Pierre tenant les clés du paradis, où on voit que même s'il essaye de traduire des visages de vieillards, il y a quand même un aspect juvénile dans ces visages. Il n'arrive pas
on dirait plutôt des petits garçons déguisés en vieux que de vénérables vieillards. Alors nous allons aborder le 19e siècle. Le 19e siècle avec une personnalité comme Jean Oulakach. Alors Oulakach, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui est issu de ces fameux Corses, ces fameux Grecs de Cargèse. Donc cette famille des Oulakach va donner deux peintres, lui et Nicolas Oulakach, qui sera l'oncle de Jean, donc qui lui va partir de Cargèse et va s'établir à Livourne, où il va mener une honorable carrière. Ça va être l'un des peintres principaux de Livourne au XIXe siècle. Et donc le neveu, Jean, va aller se former dans l'atelier de l'oncle à Livourne, puis il va rentrer, il ne va pas rester en Italie, et il va être très actif en Corse jusqu'à sa mort à Corté, ici, en 1907. Donc lui, né à Cargèse en 1820, il est issu donc de ces Grecs, ce qui fait qu'ils n'ont pas oublié la langue grecque, et ils signent indifféremment leurs tableaux, soit en caractère grec, soit en caractère latin. Donc là, vous avez un autoportrait de 1855 où on le voit tenant une palette de peintre, et puis avec ce chapeau grec, turc, que les notables aimaient bien porter à l'intérieur avec des robes de chambre. Voilà ces signatures telles qu'elles peuvent être Jean Oulakach ou Ioannis Lakakis, qui est le nom grec. Voilà le tableau avant restauration. Voilà une de ses œuvres qui se trouve dans la sacristie de la cathédrale de Bastia. Voilà une œuvre de très grand format qui vient du couvent de Morcilla et qui est actuellement dans l'oratoire de la confrérie de ce village. Et quand on voit un tableau pareil, c'est une véritable scène de théâtre très élaborée, on se dit c'est quand même fortiche. Donc ça paraît presque suspect. Donc est-ce qu'il n'aurait pas copié quelques gravures? Oui, voilà. Il a copié rien de moins que Eustache Le Sueur, donc grand peintre français, Louis XIVien, un chantre de la peinture classique française. Donc vous voyez que ce qu'il doit à la gravure, il a absolument tout copié. Voilà un tableau de 1897 qui se trouve dans la cathédrale de Calvi. Vous pouvez me faire confiance, j'ai compté les têtes, il y en a plus de 100. Donc c'est une petite prouesse technique du peintre qui s'est fait plaisir en dessinant plus de 100 personnages dans cette scène de Lecce Homo. Donc Jésus présenté par Pilate à la foule. Alors, dans un appartement bastier du boulevard Paul, il se trouve ce grand tableau. Alors, c'est une charité romaine. Un tableau aussi qui n'est pas sans évoquer un modèle, que voilà, et qui se trouve dans les réserves du musée de Bastia. C'est un tableau qui provient de la collection du cardinal Fesch. Donc là, on peut dire que le cardinal Fesch a réalisé son rêve. S'il a voulu diffuser des tableaux en Corse, notamment au musée d'Ajaccio, au musée de Bastia et dans un certain nombre d'édifices insulaires, c'était pour qu'ils servent de modèle aux peintres locaux et qu'ils éduquent les masses. Donc, objectif atteint pour ce tableau en particulier, puisqu'il a servi de modèle à Jean Oulakach. Voilà un ex-voto charmant, tout petit format, que je vous présente, parce que c'est un ex-voto réalisé par le peintre pour le peintre. Vous le voyez tendant les bras vers Sainte Lucie, qui est invoquée pour les maladies des yeux. Et il est devant son chevalet, avec un tableau qu'il est en train de réaliser. À ses côtés, sa femme et son fils qui a un problème à l'œil. C'est pour ça qu'il a un bandeau. Et en face, la grand-mère et l'oncle de l'enfant.
Alors, je vous rassure sur la santé du gamin, puisque grâce à Sainte-Lucie, il a retrouvé ses yeux en bon état de fonctionnement. Voilà un portrait du même plus tardif, où il est devenu déjà un homme d'âge enfin, adulte. Et vous voyez que le tableau est signé, comme c'est un tableau de famille, il est signé de façon plus intime, en caractère grec. Voilà, aussi, il faut savoir que Oulakac y a résidé dans les années 1860 à Bastia, où il nous a laissé toute une collection de portraits de notables bastiais. Alors c'est intéressant pour le costume de voir comment étaient vêtus les notables bastiais de l'époque. Donc voilà un tableau vers 1861 qui représente l'épouse de l'orfèvre Viale. Donc c'est ce qui explique peut-être la dimension des bijoux. Voilà une toute jeune fille, une enfant, Pamela Bertola, qui est donc pas du tout une Bastiaise. C'est une petite jeune fille qui vivait dans le village de Lama, dans l'Ostricogne. Donc vous voyez que dans le fin fond des villages du Cap Corse, les notables ne sont pas habillés comme Colomba. On n'est pas forcément habillé en noir quand on habite en Corse. Bon, il y a des exceptions. La sœur aînée de la petite Pamela, la voilà, c'est Angelina Bertola, qui est là représentée vêtue de noir parce qu'elle est en deuil de sa mère. Mais elle est représentée à son piano pour faire passer le message que cette demoiselle est issue de la classe favorisée de la société du village et que c'est une jeune fille qui a une excellente éducation et qui sait jouer du piano. Amener un piano à l'âme, c'est pas évident au XIXe siècle. Il a fallu amener ça à dos de mulet. Alors voilà des Bastiais. Alors Jean Tsouani, directeur de l'octroi, avec son fils Vincent vers 1860. Alors c'est un portrait tout à fait fascinant parce que vous remarquez que le jeune homme tient une branche de fleurette dans les mains. Alors ça, c'est du jamais vu. D'habitude, c'est une jeune fille qu'on représente avec des petites fleurs. Représenter un jeune homme avec des petites fleurs dans les mains, c'est contre les conventions, c'est pas très viril. Donc, il y a quelque chose derrière, il y a un message. Et quel est le message qu'on veut faire passer? C'est pas n'importe quelle fleur. Cette fleur, c'est un Delphinium pictum. C'est une plante endémique à la Corse. Donc, le message qu'on veut faire passer, c'est que le jeune homme en question, c'est quelqu'un qui étudie les sciences naturelles. Et c'est quelqu'un qui est un peu passionné par son île, puisque tant qu'à faire, il va se faire représenter par une plante endémique de Corse. Vous voyez le message politique qui se cache derrière un bête portrait de famille. Alors, dans la même famille, voici la mère et la fille. Et là aussi, il y a un message. La jeune fille tient un rouleau de partition à la main. Là aussi, c'est pour dire, ben moi, je suis une jeune fille qui a la meilleure éducation possible. J'apprends la musique. Et puis, papa, il a plein de sous, puisque j'ai des grosses broches, et maman aussi. Voilà. Alors, on va évoquer maintenant la personnalité de Dominique Paccioni. On est chez lui, puisque c'est un Cortenay. Il est à la fois peintre et photographe. C'est un des premiers photographes de Lille. Il est né à Corté en 1843. Alors, on sait que son père était d'origine modeste, c'était un cordonnier de profession, et sa mère était une Casanova de Corté. Donc, Corté, Bontin. Il sera très fier de ses origines, et il ne manque pas de le mentionner dans ses signatures. Là, vous avez une de ses œuvres parmi les plus anciennes, je crois qu'il a 21 ans quand il peint ça. C'est le médaillon central de la voûte de l'église de Castiglione. Alors, vous remarquez que ce sont les quatre évangélistes et qu'il y a un évangéliste qui tient un grand livre ouvert sur les genoux. Le détail est reproduit en petit à côté. Ce détail-là, je l'ai observé au téléobjectif.
avec un appareil de paparazzi et j'ai fait une photo. Et alors, je vais vous montrer la photo en gros, dans l'autre sens. Le livre tourné dans l'autre sens, le voilà. Alors, c'est un livre avec une écriture, c'est du gribouillage pour dire c'est écrit, mais ce n'est pas lisible à vue du sol. Mais remarquez sur la dernière page, les dernières lignes d'écriture, du coup, il y a quelque chose d'écrit. Fait par Paccioni de Corté, le 1er Breu, donc septembre 1864. Donc il s'est amusé à cacher sa signature dans le livre, en se disant personne ne la verra. Il faut un échafaudage pour la lire. Mais il ne savait pas encore qu'on allait inventer le téléobjectif. Voilà, on revient, vous voyez, donc invisible vue du sol et la magie des appareils photographiques modernes permettent de faire dire des choses aux œuvres. Voilà une autre œuvre de même époque qui se trouve dans l'église de Santo Pietro di Venaco. Alors vous voyez qu'au pied du médaillon, il y a un cartouche enroulé et que dans ce cartouche, il y a une fente et dans cette fente, il y a la petite signature du peintre, tout petit, caché dans l'ombre tapis, invisible du sol, sauf avec un téléobjectif. Domenico Paccioni Pittore. Donc voilà un détail de ce décor réalisé pour Santo Pietro di Venaco, remarquable, très, très, très élaboré, très coloré, très maîtrisé. Voilà un décor beaucoup plus tardif de 1888 dans l'église paroissiale de Penta Acquadel. Alors remarquez le médaillon central de la voûte qui représente la naissance de la Vierge. On va le voir en plus gros là. Et au pied de la Vierge, il y a cette corbeille à ouvrage en vannerie. Et sur l'emmarchement de pierre, dans l'ombre, sur fond marron foncé, signé en noir, presque illisible, il faut là aussi un téléobjectif, Dominique, alors tout à l'heure il signait Domenico parce qu'on était dans les années 1860, maintenant on est dans les années 1880, il signe en français, Dominique Paccioni de Corté, 1888. Voilà un détail de la voûte du chœur, avec ces grands médaillons représentant les 4 évangélistes. On sent ce goût du portrait du photographe qu'il est. Voilà un autre décor un peu plus tardif, 1890, qui se trouve dans l'église d'Olmo. Là aussi, il y a un grand médaillon que l'on va voir en grand. Le voici. C'est le martyre de Saint-Cyr, San Quilico, et Sainte Julite, Santa Giulitta, par un préfet romain. Et là aussi, sur la première marche du trône du préfet romain, il y a la signature Dominique Paccioni de Corté, août 1890. Voilà des détails de médaillons de ce même décor qui sont sur les voûtes de la nef. C'est assez... On sent ce goût pour le portrait. Alors, à Corté, sa ville, son œuvre la plus intéressante, c'est certainement la tribune d'orgue de l'oratoire Sainte-Croix, où il a peint sur les panneaux, pardon, les panneaux centraux, les musiciens célèbres des Saintes Écritures, à savoir le roi David avec une harpe et Sainte Cécile jouant de l'orgue. Alors, Dominique Paccioni a une passion pour sa commune. Donc, quand il se lance à être paysagiste, bien entendu, il va peindre Corté. Voilà un tableau qui se trouve dans une collection particulière, signé par Dominique Paccioni. Il va être aussi portraitiste, parce que les premiers photographes et les portraitistes, ce sont deux notions qui vont de pair, puisque la photographie permet de réduire le temps de pose des modèles.
Donc, au lieu de faire poser un personnage pendant de longues heures, c'est inconfortable, long et coûteux, on le prend en photo et le peintre travaille sur photographie. Et pour la couleur et pour les derniers ajustements, on fait une pause d'1 heure, ça suffit. Donc là, voilà un portrait d'un médecin militaire qui se trouve dans une collection particulière. Au passage, en bas, le détail de la signature, Dominique Paccioni de Corté. Voilà 2 autres tableaux de notables, un de 1897 et le dernier de 1904, qui se trouvent dans des collections particulières. Alors voilà Dominique Paccioni, photographe. Vous avez là, par exemple, deux de ces clichés photographiques recto verso. Vous voyez que le dos de la photo, il y a son cachet. Paccioni, peintre et photographe, Corté, Corse. Et entre parenthèses, ça nous permet de voir comment étaient vêtues les cortenaises de l'époque. Donc ça, ce sont des photos qui datent des années 1870. Alors, il réalise. Alors, ce qu'on a vu, c'était ce qu'on appelle les photos format carte de visite. C'est des machins assez grands comme ça. Par contre, ça, ce sont des portraits photographiques, ce sont des agrandissements. C'est à peu près grand comme ça. Donc ça, ce sont des cadres qui sont faits pour décorer des salons et représenter les personnages, le plus souvent les maîtres de maison. Donc deux exemples de ces agrandissements photographiques. Et vous voyez là aussi un détail de la signature, Dominique Paccioni de Corté. Alors, il a aussi réalisé quelques ex-voto. Là, vous en avez un de 1885 qui raconte un accident survenu à la diligence qui relie Corté avec, je ne sais plus, avec Ajaccio, je crois. Et la diligence était garée à l'arrêt et un enfant est monté dedans et la diligence a glissé sur une pente. Et l'enfant a pu en sauter sans être blessé. Donc la famille a fait faire cet ex-voto. Voilà un autre ex-voto plus raffiné que le peintre a réalisé 10 ans plus tard, en 1895, pour sa fille. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est particulièrement appliqué. Alors là aussi, quand on voit une composition aussi charmante, on voit 2 gamins, dont l'enfant Jésus endormi, et son petit cousin Jean, le futur Baptiste, qui vient essayer de le réveiller, et la mère furieuse qui lui fait chut. Et donc ce tableau-là, c'est quelque chose qui a été fait d'après une gravure, et le modèle original, c'est Hannibal Carrache, et c'est un tableau qui se trouvait dans la collection de Louis XIV. Donc, un tableau qu'on connaît sous le titre de Le Silence ou La Madonna del Silenzio. Nous arrivons vers la fin de notre communication. On ne pouvait pas ne pas parler de Paul Mathieu Novellini. Paul Mathieu Novellini, c'est le peintre principal de l'école corse du XIXe siècle. C'est un peintre officiel. Il va recevoir des commandes de l'État. Il est membre du jury du Salon. Donc c'est un honneur très rare. Et c'est ce qui démontre sa grande qualité. C'est un peintre pompier. Comme on le voit, il peint fort bien. Donc il a mené aussi une carrière de lithographe. C'est un Corse de la 2e génération parce que son père était un napolitain d'origine qui s'est établi à Lento, dans le village de Lento, où il a épousé une jeune fille du village. Donc Novellini, né en 1831, meurt assez tard, en 1918. Voilà un tableau de 1874 qui se trouve dans le couvent de Barrettari. Là aussi,
alors que nous sommes dans toute une autre façon de peindre. C'est la peinture pompier, on a fait ses études à Paris, à l'école des Beaux-Arts, on est membre du jury du salon, mais alors qu'on ne parle que de néoclassicisme à Paris, eh ben en Corse, on continue à avoir une vénération particulière pour l'art baroque en général et pour Carlo Maratta en particulier. Et on voit que notre ami Novellini n'hésite pas à copier, comme les générations de Corses qui l'ont précédé, le vieux maître Carlo Maratta. Alors, voilà un autre tableau de Novellini de 1875 qui se trouve à Taverne. Et là, il va faire fort, il va s'inspirer de 2 tableaux de Maratta. Novellini, c'est aussi un portraitiste, et ça aussi, on ne le sait pas, parce que les portraits se trouvent dans des familles et pas dans les musées. Voilà un portrait de l'abbé Lecca en 1880. Voilà une œuvre particulièrement importante pour l'histoire de l'art de la Corse. C'est un tableau que Novellini a présenté au salon de 1879 à Paris. Et il a fait poser une jeune fille de Boccognano, Paolella, et il a sublimé cette petite jeune fille en faisant le portrait allégorique de Sainte Dévote, patronne de la Corse. Alors ce tableau va avoir un certain succès au salon parisien, et Novellini va le diffuser par le biais d'une lithographie. Donc cette lithographie va être tirée en plusieurs centaines d'exemplaires et diffusée un peu partout. Mais c'était amusant, et pour moi une grande émotion, de retrouver le tableau original qui se trouve dans une collection particulière sur le continent. Voilà des exemples de l'œuvre de Novellini lithographe, parce qu'il ne fait pas graver ses œuvres par quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui réalise ses lithographies. Voilà peut-être la plus célèbre, hein, d'après un tableau qu'il avait présenté au salon de 1870, et qui était une allégorie de la Corse au XVIIIe siècle. Une composition, alors le tableau original a été vendu à un Anglais, donc l'œuvre peinte originale est actuellement en Angleterre, et cette lithographie aura un succès important, ça va devenir un message publicitaire pour la Corse, on va l'utiliser notamment pour le Cap Corse Mattei. Il a été aussi l'auteur de toute une série des personnages célèbres du département, comme on disait à cette époque-là, donc Sambo Cuccio, Sampiero, Pascal Paul. Il a fait Napoléon aussi dans la série.